Deuxième partie de cette émission sur les présidentielles françaises, la banalisation des théories d'extrême droite. Et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir François Desroches, président de l'association Justice et Droit sans frontières depuis Paris, puis Athmane Mazit, universitaire, analyste politique depuis Paris aussi. François Desroches, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Voilà. Bonjour à vous, à vos téléspectateurs. Voilà, et j'espère vous apporter, en tout cas mon point de vue, sur ces élections, sur ce duel qui a eu lieu hier entre M. Macron et Mme Le Pen. Très bien. Alors nous allons commencer, si vous le permettez, M. Desroches, par écouter les deux nous parler de cette histoire de voile, de ces questions qui semblent être devenues la partie la plus importante des programmes des candidats et des autres, du moins celle de Mme Le Pen et par conséquent aussi pour lui faire barrage des autres formations qui ont dû adopter ces discours, ces théories, ces thèses de l'extrême droite à un point où elles se sont banalisées. Nous allons en parler tout à l'heure, mais nous allons d'abord écouter Mme Le Pen nous parler du voile. Mme Le Pen. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent... C'est ça ce que vous... François Desroches, d'abord permettez-moi d'accueillir Athmane Mazit. Athmane Mazit, universitaire, analyste politique, merci d'être avec nous. Pour l'invitation, Jamaldine. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. Merci. Alors, Athmane Mazit, restez avec nous. Je reviens à François Desroches. Alors, François Desroches, d'abord, votre sentiment sur l'échange qui a eu lieu hier entre les deux finalistes au deuxième tour. Tout d'abord, dans sa globalité, l'échange a été intense. Je pense que malgré tout, le président Macron a eu le dessus sur Mme Le Pen. Mais Mme Le Pen, elle a fait énormément de progrès par rapport au premier duel de 2017, où les rôles ont été inversés. Au départ, elle était à l'offensive en 2017. Là, c'est Monsieur Macron qui était à l'offensive. Sur cette question de voile, je pense que ce qu'a dit M. Macron, il avait parfaitement raison. Quand il lui dit ce que vous proposez n'est pas à mes yeux constitutionnel, bien sûr, on ne peut pas interdire le voile, il faut interdire les signes extérieurs de religion. Donc ça veut dire interdire la kippa, interdire la croix dans l'espace public, ça ferait, bien entendu, vous en doutez, tollé général en France. Premièrement, c'est pas constitutionnel. Ce que dit M. Macron en disant que ce serait le premier pays dans le monde à interdire le voile islamique, il a raison, et c'est vrai. Elle a rebondi, elle a dit au départ, la Constitution dit que c'est le peuple qui est souverain, pas le Conseil constitutionnel, mais il y a quand même une Constitution, cette Constitution de la Ve République doit être respectée, et la candidate du Front National, sur ce point précis, elle avait complètement tort. Bien sûr, même si c'était électoraliste au départ, d'ailleurs, elle a essayé de se défaire de cette proposition qui était pour elle malheureuse parce qu'elle n'est pas praticable, elle ne pourra pas être mise en place. C'était uniquement à visée uniquement électoraliste qu'elle a été mise. Bien sûr, la candidate
du Rassemblement national. Elle a raillé la volonté du président de recourir à des conférences de partis, que ce soit sur l'école, sur la santé, sur les institutions. Il dit un espace dans lequel les élus de différents partis qui discutent et accessoirement qui votent. Ça s'appelle l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale ne peut pas voter quelque chose de non constitutionnel. Et vous l'avez donc, elle a dit, je voudrais aussi un autre pouvoir, une autre pratique du pouvoir. Mais ce n'est pas Madame Le Pen, en disant ça, elle n'avait pas raison. Et surtout, Monsieur Macron, sur cette question-là, a pris le dessus. Et je pense que sur ce plan précis, il a pris le dessus sur l'ensemble du débat qui a eu lieu hier. Alors, restez avec nous. On me signale, Salim me signale que tout à l'heure, j'aurais dit Madame Macron et Monsieur Le Pen. Je m'en excuse, la galbe. Alors, Athmane Mazit, sur cette question, donc d'abord sur le duel et puis sur cette question du voile, à laquelle M. Macron a répondu, mais vous imaginez, vous allez être le premier pays au monde à interdire le voile, et seulement le voile, sur l'espace public, faisant allusion aux autres signes religieux des autres religions. Alors, Athmane Mazit. Moi, j'ai un doute sur le fait qu'elle soit vraiment convaincue qu'elle puisse réaliser une telle action. Voilà, elle a essayé, elle pouvait pas, quand il lui a dit qu'elle devrait interdire la kippa et tous les autres signes religieux, c'est bon, Macron a dit ça. Elle a répondu d'ailleurs d'une façon très curieuse. Elle a dit, ça se voit que vous n'avez pas lu ma loi. Elle n'a pas dit mon projet de loi, elle a dit ma loi. Mais je vous en prie. Donc, je ne sais pas si elle est, comme l'a dit votre invité, que je salue à l'occasion, je ne sais pas si elle est vraiment convaincue qu'elle réalisera ce projet de loi. Cet avant-projet ou ce projet de projet. Le projet de projet. Donc c'est uniquement ça, c'est comme il l'a dit, à visée électoraliste, c'est un marqueur du programme du Front National, ex-Front National, maintenant Rassemblement National. Donc c'est pour se départir d'un marqueur comme ça, renoncer à la sortie de l'euro, ça ferait beaucoup. Ça ferait beaucoup, mais n'oublions pas quand même que Macron, c'est celui qui a fermé je ne sais combien de mosquées, combien d'associations, combien d'écoles privées, certaines uniquement pour un extincteur périmé ou un registre de sécurité sur lequel il manquerait des tampons ou des vérifications annuelles de matériel de sécurité. Donc il y a vraiment à dire. Hein. Il y a vraiment à dire sur le quinquennat de Macron. Bon, il s'est rattrapé. Malheureusement, elle n'a pas pu lui reprocher d'être ferme, sa fermeté par rapport aux musulmans. C'est Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur de Macron, disait à Madame Le Pen qu'elle devait être un peu plus dure et qu'il la trouvait un peu trop molle sur les questions des musulmans. Voilà. Et donc c'est quand même Darmanin qui a appliqué la politique de Macron et elle s'est trouvée, elle ne pouvait pas le reprendre sur ce thème-là puisque même Darmanin l'a trouvé molle. Alors qu'aurait-elle pu reprocher à Macron sur le sujet de l'islam qui est un sujet quand même qui a fait les unes des journaux télévisés et papier. Et nous allons y revenir justement, Athmane Mazit. J'aimerais d'abord que nous écoutions les deux nous parler de l'immigration, de l'insécurité. Et la question que je vous poserai est comment il a été possible d'amener la situation à ce qu'elle est aujourd'hui, à banaliser
les attaques, la stigmatisation de l'immigration, à banaliser les attaques très virulentes contre l'islam sous le prétexte de s'attaquer à l'islamisme, au terrorisme, à faire cet amalgame absolument incroyable au point où des femmes simplement voilées qui portent juste un foulard sur la tête. Et je rappelle que dans la religion chrétienne, moi quand j'étais petit, dans mon Batna natal où il y avait une église, à l'époque, les fidèles, le dimanche, toutes les femmes venaient avec un foulard. Elles rentraient dans l'église, aucune femme ne rentrait dans l'église sans porter le foulard. Personne ne trouvait à y redire. Après, ça a changé, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des femmes, pour la plupart, qui portent le voile de façon volontaire, affirmée, parce que c'est leur croyance, et qu'aujourd'hui, une dame qui aspire à devenir présidente de la République on fait le point nodal, le pivot central de son programme politique. Vous allez nous expliquer un peu comment on en est arrivé là. Est-ce que le seul Zemmour a pu apporter cette banalisation petit à petit au point où Madame Le Pen aujourd'hui passe pour être une dame très convenable, très tolérante, très bienveillante, même à l'endroit de l'islam. Alors, nous allons écouter d'abord Madame Le Pen sur l'immigration, l'insécurité, etc. Il y aura la suppression, l'expulsion des criminels et des délinquants étrangers. Il y aura la suppression du droit du sol, parce que je pense que la nationalité française s'hérite ou se mérite, on ne peut pas l'obtenir de manière automatique. Il y aura la mise en œuvre de la priorité nationale au logement et à l'emploi. Ça veut dire que les Français ne seront pas exclusivement, mais prioritairement bénéficiaires de l'accès aux logements sociaux et accessoirement que les chefs d'entreprise pourront donner une priorité aux Français dans les embauches qu'ils effectuent. Il y aura l'interdiction de la régularisation des clandestins, parce que je pense que quand on vient de manière illégale sur un territoire, eh bien la seule chose à faire, c'est leur demander de retourner chez eux et de demander l'autorisation de venir. Il y aura la modification du droit d'asile, c'est-à-dire que les demandes d'asile seront effectuées dans les consulats et les ambassades de n'importe quel pays du monde, les consulats et les ambassades de France, bien sûr, de n'importe quel pays du monde, parce que là, le problème que nous avons actuellement, c'est que nous avons énormément de gens qui viennent, qui demandent d'asile, et quand on leur refuse, eh bien, ils restent quand même sur le territoire, puisqu'il n'y a que 10% d'exécution des obligations de quitter le territoire. Donc tout cela doit profondément changer, car l'immigration est un problème qui fait dépenser beaucoup d'énergie à notre société dans beaucoup de domaines différents. Monsieur Macron, sur les mêmes questions. La deuxième chose, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Je ne vous reproche rien, je dis les choses, je les distingue. Il y a ensuite l'immigration économique dont on a besoin et qu'il faut assumer. On a des étudiants, on a des femmes et des hommes qui viennent travailler dans notre pays et qui aident notre pays à être plus fort. Et celle-ci, elle est régulée avec des titres de séjour. Il faut qu'on puisse continuer de la mener. Et puis, il y a l'immigration clandestine. La grande difficulté, c'est que les filières d'immigration clandestine utilisent l'asile. Et dans beaucoup de pays européens, nous ont mis sous pression ces dernières années très fortement. Moi, je veux agir de manière coordonnée sur plusieurs leviers. Le premier, je l'ai posé il y a quelques mois à Tourcoing, c'est une réforme de Schengen. C'est-à-dire de renforcer nos protections à l'extérieur et la coopération entre États européens, parce que nous ne sommes pas le point d'arrivée dans cet espace. C'est bien souvent par l'Espagne, par l'Italie, par la Grèce, maintenant par les pays de notre frontière orientale, que ces réseaux sont organisés, ces mafias qui utilisent la misère. Ce sont des gens qui sont dans des situations de très grande pauvreté, de grande misère qui arrivent. Et donc on doit réussir à mieux protéger nos frontières. La deuxième chose, on doit instruire beaucoup plus rapidement. Nous avons mené une première réforme de l'organisme qui est en charge de cette instruction. On a réduit les délais, pas assez. La crise Covid ne nous a pas aidés, il faut bien le dire. Le Conseil d'État a fait une série de propositions que je veux pouvoir mettre en œuvre pour réduire drastiquement ces délais. Parce que quand quelqu'un, parce qu'il demande l'asile, met 18 mois à avoir sa procédure, puis les appelle, c'est très difficile de le raccompagner. Parce que très souvent, il a commencé à établir une vie familiale normale, il a commencé à s'installer. Il est très difficile à raccompagner dans son pays d'origine. Il faut que tout ça tienne en 6 mois maximum.
Donc changer nos règles. Ça, c'est ce que je propose par Emmanuel Macron. Le troisième élément, c'est une politique plus efficace de retour vers le pays d'origine. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, la loi française et quelques référendums que ce soit n'y changeront rien. C'est la coopération des pays d'origine. Et pour ça, il faut conditionner notre politique de visa à ces retours. C'est ce que nous avons fait avec plusieurs pays, avec des résultats sur plusieurs étrangers qui étaient fichés au FSPRT. Et avec un résultat qui montre que cette politique est la bonne. Mais il faut discuter avec quelqu'un. Parce que même avec un référendum, vous ne raccompagnerez pas des gens dans un pays qui n'est pas le... François Desroches, donc cette banalisation des thèses d'extrême droite, dans le même temps la diabolisation des populations immigrées ou issues de l'immigration, même si elles sont devenues françaises. Même si M. Gérald Darmanin dit aujourd'hui que les musulmans doivent vivre librement, leur culte, on peut quand même constater la chose suivante. Je voudrais vous donner les chiffres. Il y a eu 24 887 l'année dernière contrôles qui visent spécialement la communauté musulmane. Ça, c'est la première chose. Sur ces 24 887 contrôle, vous avez 718 établissements musulmans, des écoles, des associations, des mosquées qui ont été fermées. Donc ça, ce sont des chiffres quand même qui font froid dans le dos. Et puis ensuite, vous avez 56 millions d'euros qui ont été saisis dans ces associations. Vous savez, je ne sais pas, mais j'ai appris normalement que les gens peuvent donner, parce qu'il n'y a pas de lieu qui gère les dépenses des mosquées, donc les gens donnent de l'argent liquide. Il y a de l'argent liquide qui a été comme n'importe quel fidèle qui peut donner de l'argent. Cet argent a été saisi. Je pense qu'on voulait faire un peu de zèle. D'ailleurs, Monsieur Darmanin a dit à Madame Le Pen qu'elle n'était pas assez stricte et assez dure avec les islamistes. Mais je pense qu'il voulait dire avec les musulmans. Alors maintenant, effectivement, en matière de sécurité, le terrain de prédilection de Madame Le Pen c'était dénoncer elle a dénoncé un vrai ensauvagement, une vraie barbarie. Les mots quand même sont là, sont assez forts, avec partout, comme elle a dit, le sentiment d'insécurité. On a l'impression, quand on écoute Madame Le Pen, qu'on est dans la jungle d'Amazonie, et qu'à tout moment, on peut être mangé ou être agressé dans la rue. Alors effectivement, bien sûr, c'est normal d'être le besoin de sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés. Mais surtout, elle voulait également elle voulait régler le problème de l'immigration anarchique. Le problème, c'est que quand je compare ce qui se passe aujourd'hui avec les immigrés qui viennent, parce que les pays sont en guerre. Il y a des pays comme la Libye, des pays d'Afrique, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, des pays qui sont en guerre, et puis la France n'a pas rempli ce qu'appelle ses promesses, parce que normalement elle devait recevoir des réfugiés syriens. Elle a reçu quelques milliers, quelques centaines de réfugiés, on va dire quelques milliers pour être généreux. Quand on la compare avec l'Allemagne qui a reçu 1,5 million réfugiés syriens, il y a quand même des pays qui ont rempli leur rôle, leur devoir d'accueil pour les réfugiés. Donc, il faut aussi rappeler que l'immigration, quand on parle d'immigration sauvage, ce sont des gens qui ont fui leur pays pour sauver leur peau. Pour sauver la peau parce que leur pays était en guerre. Ils étaient en guerre, soit ils étaient menacés, et normalement nous avons l'obligation de les accueillir parce que il y a le droit international protège le droit des réfugiés. Bien sûr, elle a parlé de son projet, elle a dit le projet de loi citoyenneté, identité, immigration. Ainsi soumis au peuple permettra de décider qui vient, qui se maintient, qui doit partir. Mais Madame Le Pen, les gens, quand ils viennent en France, ils ne viennent pas par gaieté de cœur. Quand quelqu'un quitte son pays, il fuit la misère, il fuit la famine. Mais qui était dans ces pays-là ?
il y a des pays occidentaux qui étaient dans ces pays-là, et il y a un devoir de responsabilité. On doit, normalement, la France, en tant que Français, je voudrais assumer toutes les erreurs du passé. Les erreurs du passé avec la colonisation, avec l'occupation illégale de terre, et surtout, quand on voit que la France maintient au pouvoir certaines dictatures, je prends l'exemple de l'Égypte avec Sisi, et quand on a des gens qui veulent sauver leur peau, venir en France parce que en Égypte ils sont condamnés à mort ou ils sont pourchassés, je dis quand même que la France devrait normalement remplir son rôle, et cette immigration qu'on appelle immigration clandestine, c'est une immigration, ce sont des réfugiés qui ont fui leur pays et qui demandent secours. Et notre rôle, si on veut se regarder dans une glace, on doit les accueillir et faire exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour le peuple ukrainien. Ce que nous avons fait pour le peuple ukrainien, on ne l'a pas fait pour les Syriens, on ne l'a pas fait pour les Africains, on ne l'a pas fait pour les Libyens, on ne l'a pas fait pour les Yéménites et pour les autres pays en guerre. Et ça, c'est désolant. Et j'ai honte. Quand je vois ce qui se passe, c'est 2 poids 2 mesures. Moi, j'ai honte quand je me regarde dans une glace en tant que Français. Restez avec nous. Alors, Athmane Mazid, sur cette diabolisation de l'immigration ou des populations issues de l'immigration, notamment musulmanes, sur cette banalisation réelle, outrancière des thèses de l'extrême droite, du discours de l'extrême droite. On a tous vu jusqu'où est allé M. Zemmour, entre autres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Athmane Mazid ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce discours d'extrême droite, depuis le père Le Pen, déjà Jean-Marie Le Pen, a infusé dans la société, dans toutes les couches de la société, y compris chez les politiques, dans tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Taper sur du musulman, casser des noix sur des musulmans, ça a toujours apporté électoralement. Donc il faut pas oublier que l'affaire du voile, elle remonte à des années 80, et c'était un maire qui avait... ils ont monté toute une affaire parce que c'était dans un... Athmane Mazid, je reviens à vous dans un petit moment. Il semble qu'il y ait... Athmane Mazid, je reviens à vous dans un petit moment. Il semble qu'il y ait un bruit qui est en train de couvrir votre voix, un enfant probablement. Je vous en prie, poursuivez. Athmane Mazid, je vous laisse entre les mains de la régie. Je reviens vers vous dans un petit moment. Alors, nous allons encore écouter Madame Le Pen nous parler de sécurité. Je considère qu'avec le pouvoir d'achat, la sécurité est un des éléments absolument essentiels et une demande parfaitement légitime d'ailleurs des Français. La situation du pays est vraiment très mauvaise. J'essaye de ne pas utiliser des adjectifs trop catastrophistes, et pourtant on pourrait. Parce qu'on est confronté à une vraie barbarie, on est confronté à un vrai ensauvagement, on est confronté à... partout où je vais, moi, partout, y compris dans la campagne la plus profonde, partout, j'ai des gens qui me disent « on n'en peut plus ». On est cerné par l'insécurité, cerné dans les villes, cerné dans les campagnes, cerné dans les transports. Cette situation est vraiment très inquiétante et il faut y apporter des réponses, et des réponses très fermes. Les faits se déroulent absolument partout maintenant. On siphonne les voitures pour voler l'essence, on pille les chantiers, on pille les exploitations agricoles, on vole les bêtes sur pied d'ailleurs, même parfois, les récoltes, l'engrais, maintenant c'est l'engrais qu'on vole. Enfin, dès que quelque chose a la moindre valeur dans notre pays, eh bien les gens tremblent qu'on leur retire, qu'on leur vole ou qu'on les brutalise. Et ça, c'est insupportable. Donc, il faut faire 2 choses prioritairement. D'abord, il faut régler le problème de l'immigration anarchique et massive, car je le dis
très clairement, l'immigration anarchique et massive contribue à l'aggravation de l'insécurité dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je vais proposer un référendum aux Français, dont nous aurons sûrement l'occasion de parler tout à l'heure, qui vise à changer radicalement la politique d'immigration pour que, enfin, simplement, les Français décident qui vient, qui se maintient et qui doit partir, et qu'on fasse respecter la loi, notamment en renvoyant chez eux non seulement les clandestins, mais également, évidemment, les délinquants et les criminels. Adnan Mazit, je reviens à vous. Poursuivez ce que vous disiez, s'il vous plaît. Oui, il y a une banalisation du fait raciste, des propos racistes à tous les niveaux, que ce soit de la gauche à la droite, et l'extrême droite a tiré donc tout le champ politique, elle l'a tiré vers elle, et le centre de gravité politique actuel, maintenant qu'on a vu que la gauche a complètement disparu en dehors de Mélenchon, qui représente un pôle populaire, tout le champ, tous les politiques ont basculé, le centre de gravité s'est déplacé vers l'extrême droite et s'est rapproché de l'extrême droite. Donc quand on a un ministre comme Darmanin qui disait à Madame Le Pen qu'il la trouvait trop molle sur les musulmans, il ne faut pas s'étonner d'avoir en deuxième position, en face de Macron, quelqu'un qui revendique, y compris des options comme celle-là, celle d'expulser des gens qui auraient, y compris des délinquants. Je ne vois pas comment un pays, par exemple, moi je suis algérien, je ne sais pas comment l'Algérie pourrait accepter de recevoir quelqu'un qui a grandi en France, qui a été en France, qui a été à l'école en France, qui est le produit de la société française, de l'éducation française. En quoi l'Algérie serait responsable de cet individu qui est un échec, l'échec des politiques d'insertion et d'intégration en France. C'est les politiques en France qui ont échoué dans toutes les politiques, et y compris en ghettoisant des quartiers complets, des populations entières sont ghettoisées et ensuite, s'il y a de la criminalité, c'est un fait, c'est la conséquence des échecs d'intégration et d'insertion de ces populations, d'accès au travail, d'accès à l'éducation, Moi, je vais vous dire juste dans mon quartier, quand j'étais, bon, ça remonte à quand même quelques années, j'étais le seul à aller au lycée. De tout le quartier, il y avait je ne sais pas combien d'habitants, il y avait donc il y avait une dizaine de bâtiments. Et sur la dizaine de bâtiments, j'étais le seul à aller au lycée. Donc l'accès au lycée, moi je suis allé au lycée grâce à des gens qui sont venus d'Afrique faire des études supérieures ici en France. Ils étaient dans un cadre, un groupe d'enseignants qui venaient du Zaïre. À cette époque-là, c'était le Zaïre, des Zaïrois, toute une délégation de Zaïrois qui venaient faire des études supérieures, préparer des doctorats, etc. Ce sont eux qui m'ont poussé, qui m'ont aidé à passer l'étape, le passage du collège au lycée pour aller en seconde générale. C'est grâce à eux que j'ai été au lycée et je me suis retrouvé être le seul à aller au lycée. Tous mes camarades de collège avaient fait des BEP, des formations professionnelles et toute leur vie, ils ont galéré dans les emplois précaires, dans des emplois mal rémunérés, à courir de chômage, des périodes de chômage en période d'activité, etc. Voilà un exemple concret de ce qui a pu se passer en France. S'il y a des échecs, s'il y a de la délinquance, il y a les échecs de l'intégration et de l'accès à l'éducation, au travail en France pour toutes ces populations. Et je ne vois pas comment Mme Le Pen ou M. Macron, qui maintenant se tire la couverture vers lui et à la comparer à Macron, il pourrait presque nous induire en erreur et nous faire croire qu'il ferait une autre politique que celle que Mme Macron imagine faire. Il a fermé des écoles, il a fermé des mosquées, il a fermé
des associations, sans aucune procédure judiciaire, des fermetures administratives. On dit qu'on est en France dans un pays de droit. Dans un pays de droit, on juge les gens auxquels on pourrait reprocher quelque chose. Et il faut que ça soit jugé sur des faits. Donc, si on reproche à une mosquée de tenir des propos ou d'être une mosquée, je ne sais pas, parce que maintenant c'est salafiste, etc., islamiste, on ne sait plus d'ailleurs ce vocabulaire. Il y a tellement de mots, islam, islamiste, islamophobe, musulman, enfin, bon, on ne s'y retrouve plus dans tous les vocables. Monsieur Macron a fait un discours dans lequel il y avait plus de 50 itérations du mot islam musulman, dans un seul discours. Et il en a fait à toutes les sauces. Restez avec à nous, toutes les Athmane. phrases, il y avait un mot musulman et islamiste. Restez avec nous, Athmane Mazit. Pardonnez-moi de vous interrompre. Je dois faire tourner le micro, comme on dit. Alors, François Desroches, ces populations qui sont devenues des populations expiatoires, des boucs émissaires, d'un peu tout le monde, pas seulement de l'extrême droite, au point où même des gens de gauche se croient obligés un peu de chanter dans le même registre en atténuant un peu, en humanisant un peu leur discours un temps soit peu. Pourtant, ces populations, ces catégories de la population, dont beaucoup sont françaises, ne votent pas, s'abstiennent quasi systématiquement, alors que cela pourrait leur servir, pourrait les servir, pourrait leur donner un poids électoral qui pourrait peser sur la législation, sur la prise de loi qui leur serait un peu plus favorable. Comment expliquez-vous, François Desroches, cet abstentionnisme et ce désintérêt pour la chose publique? Je voudrais, avant de répondre à votre question, apporter une petite précision. Oui, je vous en prie. Aujourd'hui, les politiques français, quand ils ne savent pas quoi proposer, quand ils sont en difficulté, ils sortent de leur chapeau l'islamisme, le voile. Quand vous ouvrez la télévision, vous allumez votre télévision, on parle d'islam, de voile, comme si c'était la première préoccupation des Français. Les Français ont besoin comme tout le monde, de pouvoir d'achat. Les Français ont besoin d'améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, on a essayé de faire de cet islam, de cette islamophobie ambiante, parce qu'il faut appeler un chat. Et d'ailleurs, je suis très surpris quand j'entends le président de la République aujourd'hui dire, grosso modo, la France, elle est à côté de ceux qui défendent la liberté religieuse. Soit, je le salue pour cette phrase, sauf que le mois dernier, il faut se rappeler que le mois dernier, la France a été le seul pays, avec l'Inde, à voter contre la création d'une journée internationale contre l'islamophobie à l'Assemblée générale de l'ONU. Si vraiment on était, pourquoi ils n'ont pas voté? On connaît très bien ce qu'appelle le discours raciste de la part du Premier ministre indien et du gouvernement indien, mais la France est un pays des droits de l'homme. Pourquoi la France s'est opposée au vote contre une journée internationale contre l'islamophobie? Et puis, je voudrais également apporter la précision suivante, c'est-à-dire que les musulmans, ils ne votent pas, les musulmans. Les musulmans ont voté pour la première fois cette fois-ci, mais ils n'ont pas tous voté. Il y a 30% des musulmans qui ont voté. Les 70% sont restés à la maison. Alors, c'est regrettable. Et d'ailleurs, avec ces 30%, M. Mélenchon a gagné 13 points. Parce que la force politique de M. Mélenchon, c'est 7 points. La France insoumise, c'est 7 points. C'est grâce à ce vote musulman qui existe bel et bien qu'il a obtenu 20 et quelques %. Donc aujourd'hui, les musulmans ont cette possibilité d'aller voter.
Au départ, quand M. Sarkozy, en 2017, en 2012, M. Sarkozy a été pratiquement chassé. Pourquoi? À cause du vote punitif qui était le vote des musulmans à l'époque. Parce qu'entre Hollande et M. Sarkozy, il y avait 1 million de voix qui les séparaient. Et toutes les enquêtes d'opinion montrent aujourd'hui que c'est le vote musulman, parce qu'il a été, quand il a parlé de la tranche de jambon, de l'assiette de frites, quand il a parlé des menus de substitution, ça c'est quelque chose qui n'a pas été pardonné à M. Sarkozy. Et les musulmans sont descendus, sont partis voter, et ce million de voix a été à l'origine de la défaite de M. Sarkozy. Alors maintenant, le vote, il existe, il est encore très peu prononcé, parce que 30%, il y a quand même 70% qui se sont abstenus. Mais si ces 70% descendent, viennent voter, bien sûr, ils feront des miracles. Et ce qui est surprenant, c'est que les musulmans, à partir du moment où ça ne touche pas leur quotidien, ils considèrent que de toute façon, il y a un complot, et de toute façon, tout le monde est contre eux. Parce que, malheureusement, les chaînes de télévision, du matin jusqu'au soir, excusez-moi du terme, vous rabâchent avec l'islam, le voile, alors que les Français, les musulmans, ils en ont marre d'entendre cela à la télévision. Ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, comment ils vont réagir pour le vote de dimanche prochain? Maintenant, aujourd'hui, les enquêtes d'opinion montrent que l'écart s'est creusé entre monsieur Macron et Madame Le Pen, alors qu'il s'est rapproché un peu avant ce duel, mais paradoxalement également, peut-être, il faut espérer une chose, c'est que monsieur Macron, il ne pourra plus se présenter une troisième fois. Il sera libre, et j'espère qu'il montrera son vrai visage, le visage de quelqu'un qui est tolérant. C'est quelqu'un qui, comme il l'a dit, c'est-à-dire la France est toujours du côté de ceux qui défendent la liberté religieuse. Eh bien, il faut faire en sorte pour que toutes ces femmes qui sont voilées dans l'espace public puissent exercer leur croyance, qu'elle puisse mettre ce voile sans avoir peur et sans être agressée dans la rue. Merci François Desroches. Nous avons malheureusement perdu Athmane Mazid, que nous n'arrivons pas à joindre de nouveau. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, Qawla Khair, Slama.